On va parler d'une famille. Est-ce que je peux avoir la télécommande? Ah. On va parler d'une famille historique à Tours, puisque c'est une famille qu'on suit depuis 30 ans. Initialement. Pardon? Tu as commencé à suivre dès le début? Pas nous, mais le service. Pas nous, mais le service. Le premier patient a été décrit par Claude Morène, qui s'appelle David. David donc, a un trouble du neurodéveloppement sévère, une déficience, donc avec une déficience intellectuelle, une épilepsie, un langage qui est non acquis, une marche instable, des particularités crânio-faciales décrites à type d'asymétrie, mais qui sont non spécifiques, non évocatrices de la du syndrome en question. Par contre, il a des anomalies osseuses à type de déminéralisation. Donc c'est notre patient, David, c'est le 4-10 là en bas. Et donc on s'est rendu compte en cherchant les antécédents familiaux dans la famille qu'il y avait plusieurs garçons atteints, et donc l'hypothèse la plus probable était une maladie liée à l'X. Et quand on a décrit tous ces patients de la même famille, ils avaient tous une déficience intellectuelle, une hypotonie néonatale supposée, un langage qui n'était pas acquis, une sévérité au niveau du spectre de la marche assez particulier, parce que on a des patients qui ne marchent pas et des patients qui arrivent à marcher mais de façon instable, des anomalies crânio-faciales qui ne sont pas reproductibles, on a quand même une asymétrie faciale, des anomalies musculo-squelettiques avec une déminéralisation et une épilepsie qui est commune, et puis après d'autres signes mais qui sont liés aussi à l'état grabataire de tous ces patients. En 99, on avait donc sur cette famille déjà, le service en tout cas a sorti un papier en faisant une étude de liaison sur cette famille. Cette étude de liaison, on l'a concentrée sur le chromosome X avec donc 30 marqueurs sur le chromosome X et sur le chromosome X, et on a retrouvé donc 10 marqueurs qui co-ségrégaient chez les patients qui étaient porteurs de la pathologie. Ce qui nous a permis quand même de rendre un conseil génétique, ce qui était important parce que on avait quand même une pathologie qui était sévère. Et donc finalement, la région sur le chromosome X qui était en cause, c'est la région XP21, XP22. 15 ans plus tard, donc en 2015, la famille a été inclue dans un protocole d'étude d'exome du chromosome X via le consortium Euro-MRX. Donc c'était un séquençage ciblé sur le chromosome X et surtout sur la région XP21, XP22. Et on n'a pas retrouvé d'anomalie sur l'analyse des exons et des jonctions, donc les jonctions jusqu'à -5 nucléotides. Parmi les gènes homimes qui étaient connus à cette époque. En 2022, une femme de cette famille a pris rendez-vous donc pour un nouveau conseil génétique. Initialement, on s'était dit qu'on allait rechercher l'haplotype pour rendre ce conseil génétique. Et finalement, après discussion, on a fait un exome afin d'identifier dans cette région et d'aller chercher dans d'autres régions du génome, parce que finalement, on n'avait pas d'anomalie sur le chromosome X. Essayer de retrouver donc une anomalie moléculaire pour vraiment caractériser et identifier la pathologie. Et à l'exome, finalement, donc on a retrouvé une variation intronique dans l'intron 6 donc du gène SMS qui code pour la spermine synthétase. La spermine synthétase, c'est une enzyme qui transforme la spermidine en spermine. La spermine, c'est une protéine qui rentre dans tout un tas de cascades métaboliques dans l'expression des gènes, et puis qui rentre dans la composition du sperme. Ce gène SMS, il est connu parce qu'il est impliqué dans le syndrome de Snyder-Robinson. Le syndrome de Snyder-Robinson, il se trouve que c'est une maladie donc, liée à l'X avec une déficience intellectuelle et des anomalies musculo-squelettiques à type de déminéralisation osseuse, comme nos patients. Donc on a un phénotype qui concorde dans la famille, une variation qui s'égrège chez les individus qui sont atteints, en tout cas qui sont porteurs de cette pathologie. Et c'est une variation qui est absente de Gnomade.
et qui affecte un nucléotide très conservé. Pourtant, malgré tous ces arguments, on ne pouvait pas conclure à la pathogénicité de la variation. Et donc, on a réalisé une PCR pour voir quel était l'impact de cette variation sur l'épissage. On a fait cette PCR et puis on a séquencé les produits de PCR. Et donc cette variation, donc là on a une vue à la mute. Cette variation, elle atteint un site de branchement, donc, qui est repéré par un algorithme bioinformatique. Et donc c'est le site de branchement le plus probable. Donc nos résultats de PCR, c'est donc on a donc notre patient contrôle. Donc on a un exon 6 et un exon 7 qui sont correctement collés, il n'y a pas de problème particulier. Et pour nos patients, notre cas index, sur notre PCR, on se retrouve avec deux bandes. La première bande, donc on se retrouve avec un transcrit normal. Et la deuxième bande, elle correspond à un transcrit avec une inclusion de 57 nucléotides entre l'exon 6 et l'exon 7. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre site de branchement, comme il est plus présent sur notre transcrit anormal, en tout cas initialement, le lasso se resserre et donc laisse apparaître un nouveau site d'épissage, un site cryptique d'épissage, qui donc permet cette inclusion de 57 paires de bases entre les deux exons. Au final, on a une insertion en phase de 19 acides aminés dans la protéine SMS. Et ça nous permet de classer cette variation donc, en probablement pathogène, en classe 4. C'était donc finalement l'identification d'une anomalie qui était difficile à détecter dans une maladie qui est rare et grave, parce que donc il n'y a que 20 ou 25 cas qui ont été repérés dans la littérature. Pour autant, ça montre aussi que les études de liaison sont toujours au goût du jour, parce que quand on ne retrouve pas une anomalie moléculaire et qu'on a besoin quand même de rendre un conseil génétique pour des maladies de cette gravité, ça permet de rendre un service aux patients qui est important. En plus, ça permet aussi, encore une fois, de se dire qu'il faut qu'on relise nos exomes, parce qu'on a une quantité d'informations qui apparaissent dans la littérature qui nous permettent d'avoir de nouveaux diagnostics. C'est une variation qui est particulière parce que c'est un site de branchement qui a été... les variations de site de branchement, c'est des choses qui sont très peu décrites dans la littérature. Et en tout cas, donc pour la suite, pour cette famille, on a envoyé aux États-Unis des échantillons afin de mesurer l'activité enzymatique de la protéine SMS et de mesurer l'activité de la spermidine par rapport à la spermine. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie le secteur de génétique moléculaire du CHU de Tours de m'avoir donné toutes les données pour réaliser cette présentation, le secteur de génétique clinique pour avoir décrit ces patients, et puis le professeur Annick Toutain pour avoir suggéré ce topo. Merci beaucoup. Ça fait un petit moment que tu as commencé la génétique, toi, parce que d'écrire 199, c'est bien. Non, je plaisante. Non, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Il se trouve que la spermidine est impliquée dans un processus qui s'appelle l'ufmylation. C'est la spermidine. Oui. Et donc, tout ce qui intervient dans ce processus-là, depuis donc là, donne des retards mentaux, des déficiences intellectuelles. Donc c'est une protéine extrêmement importante pour ça. Mais la spermidine, là, en travaillant le sujet, c'est des protéines qui sont dans dans beaucoup de cascades métaboliques pour l'expression des gènes, et donc c'est pas étonnant qu'il y ait des retards intellectuels. Non, je te dis, donc il y a un processus particulier qui s'appelle l'ufmylation, qui est de mettre la spermidine sur un facteur d'élongation, et tout ce qui intervient dans ce processus-là donne des déficiences intellectuelles. Donc l'absence de cette protéine-là doit aussi intervenir là-dedans. Oui. Voilà. Ok. Pardon.
Juste, est-ce que vous avez recontacté l'équipe qui avait fait les exomes sur l'X, l'exome de l'X, Non. pour leur dire, ça Non. serait intéressant? C'est 2015. 2015. L'exome sur l'X, c'est 2015. L'étude de liaison 99, mais D'autres questions? Oui? Oui. Tiens. De vos peines pour le prouver, parce que si c'est une insertion en phase de 19 acides aminés, je ne suis pas sûre qu'effectivement le produit d'aspermilline soit diminué, et ça risque peut-être d'un... Je me posais la question si je l'aurais classé en classe 4 d'emblée. oui, je comprends, mais c'est pour ça qu'on envoie quand même pour confirmer, tout ce qui est... Je serais intéressée de voir si effectivement la spermidine, la protéine va être... elle peut être présente. Et c'est le fonctionnel qui va être intéressant. Oui, bah oui. Et pas le dosage. Bah, on l'a envoyé aux États-Unis. Pardon. Oui, j'avais une juste rapide, mais c'est une question un peu indirecte de clinicien, pardon. Je me demandais, parce que la base GNOMAD, elle est très utile maintenant, effectivement, sur l'interprétation et la classification des variants quand on cherche la fréquence en population. Comment vous faites, parce que c'est beaucoup sur des bases exomes pour l'instant, ça va petit à petit se modifier, mais des variants introniques comme ça, pour évaluer l'efficacité de cette fréquence quand c'est des variants introniques finalement qui n'étaient pas, je pense, on est en moins 13 comme ça. Comment se nomader sur ces variants introniques? Oui. Bah, là, en l'occurrence, c'est un argument. Enfin voilà, il fallait qu'on classe avec ACMG. On ne s'est pas forcément intéressé aux variants. C'est 13. Marie-Laure, si tu veux. Je veux dire, même cette variation-là, sur l'exome, elle est en moins 13, elle est couverte par la plupart des exomes en capture. Ouais. Mais sur les plus profondes, effectivement, on a des génomes aussi sur GNOMAD. Il y a combien de génomes? Voilà. Et pour cette mutation, c'est des faux sens qui ont été décrits qui affectent le repliement de la protéine. Et donc, on imagine quand même que l'insertion de 19 acides aminés va affecter aussi l'homodimérisation de SMS. Donc, voilà, pour répondre à Agnès. Marie-Laure, t'as répondu. Le repliement de la protéine SMS. Donc on peut imaginer que là, l'insertion de 19 acides aminés va aussi affecter le repliement de la protéine SMS et son homodimérisation aussi. Voilà. Et c'est des pertes de fonction qui sont partielles, qui ne sont pas totales, parce que les tronquants en fait sont létaux. Il y a eu une mutation troncante décrite avec perte complète d'expression de SMS et le patient est décédé très tôt. Il y a peut-être un moyen de connaître l'activité enzymatique, non? C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on va essayer d'envoyer. C'est pas fait encore, mais on voudrait envoyer les lignées lymphoblastoïdes aux États-Unis. Là, il faut qu'on fasse un MTA. Donc là, ça va être la difficulté, ça va être de faire le contrat de transfert.